Le mot faillite fait peur et c'est le spectre de l'année 2021 en France. Faillite des entreprises, bien sûr, avec son cortège de perte d'emploi. Alors, une fois que le gouvernement aura supprimé son soutien, il va falloir avoir un vrai relais des organismes privés. Et les dispositifs de prédiction des faillites ne sont pas forcément très performants. C'est une question que nous allons explorer avec un spécialiste des modèles de prédiction des faillites, le professeur Éric Séverin, professeur des universités à l'Université de Lille. Alors, quelle est l'ampleur pour 2021 des faillites en France ? Isabelle Bard, bonjour, merci de m'accueillir. Alors, l'ampleur, j'ai le chiffre aujourd'hui que j'ai vu dans la presse, 32 184 faillites, selon Altares. C'est un chiffre qui est très faible, ça peut paraître paradoxal, mais les entreprises sont sous pompe à oxygène. Et on imagine qu'en 2021, on montera probablement à 60 000, sachant que le rythme de croisière, malheureusement, c'est de 50 000 faillites. Bon. Alors, quelles sont les conséquences ? Il y en a deux. D'une part, eh bien, c'est le chômage, bien sûr, mais c'est surtout la mauvaise allocation des ressources pour les établissements financiers. Prêter de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas rembourser, c'est coûteux, mais ne pas prêter à quelqu'un qui peut rembourser, c'est tout aussi coûteux. Alors, la première erreur est plus coûteuse que la deuxième, mais pour autant, il y a une mauvaise allocation des ressources. Alors, c'est la raison pour laquelle, eh bien, les banquiers sont obligés d'essayer de prévoir la faillite. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'ils prêtent à des entreprises qui seraient plutôt avec un vrai potentiel, plutôt qu'aller vers cette fameuse faillite. Alors, quels sont les modèles actuels ou existants sur ces modèles de prédiction ? Alors, les modèles, c'est des experts, tout simplement. C'est un outil, c'est un expert. Alors, au début, en fait, on faisait appel au savoir-faire du chargé d'affaires avec des états financiers, puis derrière, avec la connaissance de l'entreprise. Progressivement, on est passé à des modèles statistiques, alors la fameuse fonction score d'Altman, où on fait un seuil, on détermine un niveau et on regarde si l'entreprise est au-dessus ou en dessous de ce niveau pour lui accorder sa confiance. C'est du scoring. Du scoring, bien sûr, très connu. Et puis dans les années 90, on est passé à l'intelligence artificielle, qui avait des avantages, bien entendu, et qui devait normalement nous permettre de mieux prédire. Bon, un petit peu, sans aucun doute, mais ce n'était pas flagrant. On apprend à partir des données, et au final, il y a des prédictions qui sont à peu près juste de 80 à 85%. Il y a une sorte de limite indépassable. On a encore essayé récemment en se disant que quand on a une décision importante à prendre, vous comme moi, on fait appel à plusieurs personnes. Et donc on fait voter les experts. Mais les experts ne sont pas d'accord entre eux. Donc s'ils se trompent, c'est qu'il y a probablement autre chose qui fait qu'ils se trompent. Alors c'est Eh bien, nous sommes dans le règne de l'information, mais c'est l'information, tout simplement. Les données qu'on met dans la machine ne sont pas bonnes ou insuffisantes ou fausses. Alors, on est dans un monde où il y a beaucoup d'informations. J'aime beaucoup le terme info-obésité. Et il faut d'abord savoir si elle existe, cette information. Alors, elle n'existe pas toujours, parce qu'une société doit avoir un système d'information qui lui permet de remonter des données. Bien. C'est souvent des données comptables. Alors, elles ont un avantage, c'est le fait qu'elles sont standardisées, normalisées, etc. Elles ont un inconvénient, ou un présupposé, c'est qu'elles sont fiables. Un présupposé. Un présupposé. Voilà. C'est un peu douteux. Elles ne sont pas fiables, elles ne sont pas exhaustives, il y a des données manquantes, il y a des données qui sont aberrantes, et puis tout le monde sait en comptabilité que les entreprises, peut-être pour cacher un peu la réalité, ont tendance un peu à gérer leurs résultats. Alors à partir du moment où on travaille sur des données qui ne sont pas des données de qualité, l'expert, aussi bon soit-il, va se tromper. Donc, il faut essayer d'aller plus loin. Alors c'est ce que vous préconisez. Alors c'est ce qu'on préconise, c'est ce que préconisent les gens qui travaillent sur ces problèmes. Et il faut ouvrir la boîte de Pandore, et la boîte de Pandore, c'est utiliser le mot qualitatif. Que n'aiment pas les comptables. Alors, le qualitatif, il faut d'abord savoir si c'est mesurable ou pas. Il y a du quantitatif qui est mesurable. Par exemple, une bonne gouvernance, la relation bancaire, la rotation des auditeurs. Bien. Mais ça a un coût. On va devoir aller chercher de l'information, et les organismes financiers sont des organisations qui veulent faire du profit et qui regardent le coût que ça va leur coûter par rapport à l'avantage que ça va procurer. Et puis là, ça a aussi un autre inconvénient, c'est que même si on peut le mesurer, il y a une multitude d'index.
lequel est-il le bon, lequel n'est-il pas bon. Bien. Et puis parfois, ce n'est pas mesurable. Allez mesurer le charisme d'un dirigeant. J'aime à dire que au moment de la campagne de France, Napoléon disait que lui et 50 000 hommes, ça faisait 150 000 hommes. Voilà une drôle de mesure. Et puis il y a des fois où malheureusement, eh bien, c'est confidentiel ou imprévisible. Confidentiel, peut-on avoir des informations sur la santé du dirigeant? Les dirigeants sont en surcharge de travail, ça joue. Et l'exemple que j'ai souvent en tête, c'est une entreprise qui avait très bien scoré, et qui, 3 mois plus tard, fait faillite. Incompréhensible, rien n'apparaissait. Elle était dirigée par un couple qui était en train de divorcer. On ne pouvait pas le voir dans les données. Donc, on est limité, et on est limité par le coût de l'information qui est pas facilement accessible, tout simplement. D'accord. Alors, quelle pourrait être une perspective pour améliorer c'est quoi? C'est la proximité de l'institut financier avec l'entreprise, revenir à des relations interpersonnelles, c'est aller vers des données de nature différente. Vous avez parlé des données qualitatives. Est-ce qu'il y aurait encore une piste? C'est peut-être prendre en compte tout simplement l'histoire. Une entreprise ne fait pas faillite soudainement la plupart du temps. Et donc, on pourrait peut-être très facilement récupérer des années et de voir si effectivement il y a une dégradation progressive de la situation pour essayer de mieux prédire, et en particulier à long terme. Donc, historiciser les données, ce qui ne se fait pas beaucoup? Ce qui se fait peu, ou en tout cas pas assez. Alors, et décrire ce que vous appeliez des trajectoires de faillite. Voilà. Des trajectoires de faillite, parce que la faillite n'est pas, la plupart du temps, un événement soudain. Alors, au-delà, il y a 2 questions qu'on peut se poser. Une qui est en voie de résolution et une qui pose plus de problèmes. Celle qui est en voie de résolution, c'est tout simplement le fait que pendant très longtemps, les méthodes d'intelligence artificielle ont été vues comme des boîtes noires. Maintenant, dans les écoles d'ingénieurs, ils les maîtrisent mieux et ils comprennent ce qu'il y a derrière. Mais au-delà, quelle que soit la donnée, il faut se poser une question. Est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est le symptôme? Un endettement important peut conduire une entreprise à faire faillite. Mais l'endettement n'est que la cause d'autres choses. Un mauvais choix d'investissement, un banquier qui a dit oui à tout et qui fait que l'entreprise est surendettée. Alors c'est complexe, ça ouvre des perspectives et en effet il y a un enjeu très important dans les mois qui viennent quand on va sortir de cette période de soutien artificiel des entreprises, bien allouer la ressource financière. Exactement. Merci de cet éclairage. Merci Isabelle Barthes.